Bonjour à tous, nouvelle collaboration qui va devenir hebdomadaire si tout se passe bien, enfin sauf bien sûr accident d'emploi du temps, avec Victor, mon bon Victor, expert en reproduction, en rhétorique et en entrepreneuriat, les amis. Du coup, on va regarder ce jeune homme ensemble qui veut se faire, comment on dit? Je me souviens plus, vasectomiser. Bah, il veut se faire une contraception définitive là. Je sais pas s'il veut se boucher le canal ou carrément se faire retirer les testiboules, mais dans tous les cas, ne faites pas ça chez vous. Je sais pas si on peut se retirer les testibules. Honnêtement, ça me semble être une opération extrêmement invasive et un petit peu, comment dire, handicapante d'un point de vue esthétique. Parce que il faut quand même les grelots, quoi. Non, non, je sais pas, hein. Après, peut-être, si t'es malade, tu vois, genre si t'as un cancer ou un truc comme ça, peut-être qu'ils te les enlèvent. Et encore, ils te mettent une prothèse de balls, je crois, pour, euh, Mhm. pour remplacer l'ancienne. Mais ben ouais, je crois qu'ils font des nœuds au canal où ils les obstruent d'une façon ou d'une autre, effectivement, t'as raison. Donc on va regarder ça ensemble, Victor. Écoute, je te laisse driver comme d'habitude, hein. Toi et ton expertise médicale en reproduction, c'est parti. On attaque. Une opération pour une contraception définitive, ça fait partie Ouais, des choses auxquelles vous réfléchissez. ouais. En étant sûr que je ne veux pas d'enfant naturellement, ça sert à rien que j'impose une contraception néfaste, enfin voilà. Alors, juste un truc, je comprends pas très bien ce qu'il veut dire par je veux pas d'enfant naturellement. Ça veut dire qu'il veut faire un peu de fécondation in vitro, des machins comme ça faudrait qu'il clarifie. Non, peut-être C'est pas adopter. tout à fait faux. Ouais, peut-être adopter. Ouais, t'as raison. Adopter en provenance Par d'un contre, pays c'est pas pauvre, tout tu à vois. fait. Ouais, ça pourrait être ça. Mais c'est pas faux que la contraception de base, c'est pas génial pour les nanas, hein. Oui. La pilule et prendre des hormones, s'il y a moyen de trouver des alternatives, il faut éviter, hein. Moi, ça se passe bien avec ma femme. On fait régulièrement ce qu'on a à faire. On a eu 3 enfants et elle a arrêté la pilule il y a une dizaine d'années, hein. D'accord. Donc, parce que c'est pour ça lui fait du bien, quoi. Et je sais que les femmes peuvent se choper des problèmes autour de ça, quoi. Bah, les femmes, oui, et en plus elles perdent en fertilité parce que quand certaines d'entre elles, quand elles arrêtent la pilule, qu'elles veulent faire des bébés, bah elles galèrent parce que il y a une adaptation qui se met en place et et souvent bah ça peut, enfin parfois ça peut vraiment les affaiblir à ce niveau-là. Quand il dit je suis sûr de pas vouloir d'enfants naturellement, je trouve ça étonnant parce que généralement les gens qui sont porteurs de ce message, ce sont bah, c'est des gauchistes un peu foireux, tu vois, qui tu comprends en fait, et tu te dis, ils produisent cet argumentaire, ce narratif, pour se rassurer, pour se dire, c'est moi qui ai choisi de pas me reproduire. C'est pas les éventuels partenaires qu'on fuit à chaque fois qu'il fallait passer au stade de la fécondation, tu vois. Et moi, à chaque fois que je vois des nanas ou des mecs qui disent, ouais, je vais me faire vasectomiser, je vais me faire ligaturer, bah tu te dis, bah, c'est vraiment un prétexte, tu vois, c'est vraiment un alibi qui se trouve pour être tranquille, pour se dire c'est mon choix, c'est pas la nature qui m'a éliminé, qui m'a sélectionné, tu vois. Alors que lui, là, il est plutôt beau gosse, il est musclé, voilà, il est pas vilain, hein, honnêtement, il a pas l'air complètement abruti, loin de là, donc je sais pas ce qui se passe, on va écouter, peut-être qu'on va le découvrir. Ce qui est certain, c'est que moi Ouais. j'ai déjeuné avec un mec hier midi, un mec plutôt sympa et tout, et à un moment dans la discussion, il me dit, mais moi, de toute façon, j'aurais pas d'enfant. Mais c'est pas pour des raisons idéologiques, enfin bassement idéologiques, par rapport à, enfin il insinuait, vu qu'il était un peu de droite, il insinuait que c'était pas à cause du climat en fait. Et il m'a dit c'est parce que la vie ne vaut pas d'être vécue. Et moi j'ai Oh, trouvé ouais. ça, très étonnant parce qu'après en plus dans le cours de la discussion, il a commencé à me parler de périodes de sa vie où il kiffait, il avait une belle nana, il réussissait bien professionnellement. Et là, je lui dis, bah, là, à cette époque-là, la vie valait le coup d'être vécue. Et il m'a dit, ah bah oui. Et donc, je lui dis, bah, comment tu peux être aussi définitif? Parce que je veux dire je ne veux pas d'enfants, c'est s'exfiltrer de l'éternité. Parce que le seul moyen d'être éternel sur Terre, bah, c'est de faire des enfants, hein. Je veux dire, moi, je vois la vie comme une chaîne et on n'est qu'un maillon, tu vois. Et elle peut aller très très loin, hein. Imaginons que l'humanité réussit à se maintenir encore pendant plusieurs millénaires, voire peut-être même dizaines de millénaires, bah, on aurait été là tout ce temps, quelque part, une petite part de nous, quoi. Enfin bref. Ouais. Et le mec, il me dit ça, et moi j'ai dit, mais c'est pas que tu veux faire des enfants ou pas, c'est que t'es en dépression, mec. Voilà. Donc fais un Ah peu de ouais. sport, fais quelque chose. Et lui, il a l'air de faire du sport. C'est pour ça que je repense à ça et que j'en parle. C'est que l'activité physique, c'est quand même un des meilleurs moyens de sortir de la dépression. Les mecs, je vous le dis quand même, hein, pour ceux qui nous regardent, si vous Ouais. vous sentez pas bien, que vous n'avez pas la niaque, vous n'avez pas envie, un minimum d'activité physique. Quand vous écoutez les newsers
partez faire une balade. L'écoutez pas le soir à 21h. À 21h, faites des pompes en regardant une connerie à la télé, ou je sais pas. Mais quand vous écoutez les newsers ou même cette émission qui dure un petit peu plus longtemps, allez faire une balade. Marchez, bougez-vous le cul, faites des tractions, des pompes, ça coûte rien, on peut faire ça chez soi. Moi j'ai une barre de traction entre mon studio et ma vraie maison, où j'ai ma petite famille et je passe mon temps à faire l'aller-retour. À chaque fois que je passe devant la barre de traction, je fais des tractions. Depuis que je fais ça, je me sens plus en forme. Et voilà, donc bougez-vous le cul les gars, vraiment je vous en supplie. La vie, elle a besoin d'être entretenue par de l'activité, on est des êtres d'action. Voilà, bon, excusez-moi. Ouais. Ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont vraiment besoin d'entendre ça et c'est important parce que ils sont tout jeunes et avoir des jugements définitifs sur la vie quand on est dans la vingtaine, ça va pas. Allez, on les écoute. Sont ces femmes et ces hommes qui décident de ne pas devenir parents. Je ne veux pas d'enfant pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est j'aurais du mal à faire un enfant sans savoir dans quel monde il va grandir. C'est-à-dire que je suis pas forcément déjà confiant, je suis même pas confiant du tout en fait sur l'avenir du monde. On voit ce qui est annoncé pour 2050, 2100, etc. Je suis pas sûr que le joli monde dans lequel on vit encore à peu près aujourd'hui sera encore d'actualité d'ici là. Si on fait un enfant, il faut se poser la bonne question, est-ce qu'on fait un enfant pour soi ou est-ce qu'on fait un enfant pour lui? Est-ce que c'est réellement une bonne chose de faire un enfant et de le lancer dans un monde où il sera peut-être du coup très malheureux? Ouais. Donc ça c'est un discours que je trouve quand même assez problématique parce que ces gens ont une psychologie qui les dessert et en fait ce qui se passe quand tu fais des enfants, je sais pas comment ça a été pour toi, mais ça te donne de la confiance, ça te donne de la certitude et ça te donne un but. Tu te dis à partir de maintenant je suis le chef de maison, je vais me battre, je vais avoir des coups durs, mais ce qui est important c'est que mes enfants puissent s'en sortir le mieux possible. Et donc eux ils se projettent dans des scénarios absolument apocalyptiques, mais la vérité c'est qu'ils devraient d'abord se regarder eux-mêmes. C'est que eux, comme tu l'as très bien dit, ils ont probablement une psychologie qui déconne, une psychologie qui les fragilise. Et donc dire je veux pas mettre un enfant dans ce monde, tu vas mettre un enfant dans le monde que tu vas construire pour lui. Exactement. Et ils sont tout le temps en train d'essayer de dézoomer au lieu de regarder leurs problèmes concrets. Et donc ouais, peut-être que tu as du mal à trouver un boulot et ça te fait peur. Peut-être que tu te poses des questions sur ta ville parce que ça devient de pire en pire, mais engage-toi, engage-toi, commence à faire des trucs et crée un écosystème pour ta famille dans lequel ils auront envie de grandir. Mais les adultes, le rôle des adultes, ça devrait être de rassurer des gens comme ça. Moi, je sais que quand j'ai commencé à avoir la trentaine et que ma femme a commencé à dire voilà, là il va falloir faire des bébés. Moi, ma famille, qui est plutôt une famille française avec l'idéologie française, c'était toujours des messages du type t'as le temps. Côté de ma femme, vu que c'était une famille qui avait connu l'Union soviétique et le fait que les choses peuvent très mal tourner, ils étaient plutôt côté mettre la pression. Du type là, il faudrait peut-être quand même faire des enfants. Et pas seulement mettre la pression, c'était mais vous inquiétez pas quoi. Si un jour vous avez un coup dur, nous on est là, nous on va vous aider, nous on va vous protéger. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait plus de gens autour de ces jeunes qui les protègent, qui leur disent mais t'inquiète mon gars, t'inquiète ça va aller, t'inquiète il y aura des solidarités autour de toi, t'inquiète. Et après évidemment ils vont faire leur vie parce qu'un enfant ça donne une source de motivation, mais arrêtez de flipper. Arrêtez de vous inquiéter. Ils ont besoin de gens qui les protègent, mais malheureusement, il y a beaucoup de boomers et il y a beaucoup de discours ambiants chez les gens qui sont plus avancés dans la vie, qui leur disent « oulala, le monde est de pire en pire, etc. » C'est un environnement toxique. J'ai tellement de choses à dire par rapport à ce que tu as dit. Déjà, en un, il y a la dépression, effectivement, qui empêche les gens de faire des gosses, et aussi leur isolement. Leur isolement, c'est très compliqué quand tu as tes parents qui sont partis à la retraite dans le sud de la France ou au Maroc, de faire des gosses, ou qui, comme de plus en plus de boomers, assument de le faire, te disent tu me fais chier avec tes gosses, j'ai pas envie de les garder, moi j'ai envie de vivre une adolescence à 70 ans et connaître leurs gams, ça rejoint ce que je disais la dernière fois, et que toi tes beaux-parents disent on va vous aider, faites-le, on sera là pour vous aider, c'est ultra rassurant en vérité, parce que tu as un coup dur, tu as une baisse financière, une baisse d'énergie, une maladie, tu sais qu'il y aura des gens pour s'occuper de tes enfants et c'est vachement important. Et franchement, quand on entend
ce mec dire on sait pas dans quel monde on va être dans 50 ans. Putain, à des périodes de l'humanité, on vivait dans des grottes avec des tigres à temps de Personne sable, n'a jamais su. avec la peste du cul, les gens ils s'entretuaient, ils crevaient, la moitié des bébés ils clamsaient avant leur 1 an, les gens ils faisaient des gosses quoi. Parce que tu fais pas des gosses, parce que en fait ils ramènent tout à un niveau individuel. Qu'est-ce que ça va me coûter à moi individuellement, quelles sont les épreuves que je vais devoir traverser, quel est le monde que je vais devoir affronter en tant que père, et quel est le monde que mon enfant va devoir affronter d'un point de vue individuel. Tu fais pas un enfant pour être heureux. Enfin, bien sûr que c'est vachement important, mais on fait des enfants pour continuer de vivre en fait. La vie est une chaîne, la vie c'est pas une succession d'individus. D'accord? Quand il y a des gens, moi, qui me disent j'ai l'argent, j'ai la santé pour faire des enfants, mais je n'en ferai pas parce que, voilà, ils trouvent tout un tas d'excuses, l'écologie, le pognon, la difficulté de la vie, etc. Moi, je leur dis putain, mais t'es en train de trahir tous tes ancêtres. C'est-à-dire, t'as des ancêtres, t'as une femelle ou une femme, hein, ça dépend jusqu'où on remonte, elle était blessée, elle était en train de crever, et elle a porté un autre de tes ancêtres pendant des kilomètres, des centaines de kilomètres pour t'amener dans un endroit plus vivable, au détriment de sa santé. Elle a subi des souffrances pas possibles, des frayeurs pas possibles pour protéger ce petit être dans une tempête de souffrance et de danger. Et toi, tu me parles de peut-être que le Bitcoin il va baisser l'année prochaine, mais va te faire... Mais franchement, mais c'est une catastrophe, quoi. Mais quelle fragilité. Et quand le mec dit peut-être que le monde sera pire demain, mais moi, c'est ce monde-là, moi, que je trouve terrifiant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été à un tel niveau de confort dans l'humanité, mais vraiment, clairement, quoi. Et les gens, ils disent « Oh là là, c'est quand même dur, ça risque d'être encore plus dur demain. » Mais de quoi tu parles, en fait? Il y a un problème. Une des choses les plus déterminantes, et peut-être qu'on y participe, Victor, même si nous, on essaie d'être léger, etc., c'est toute l'anxiété qui vient à cause de l'actualité au quotidien. Et peut-être qu'à force, les gens, ils deviennent ultra anxieux, tu vois. Ils se disent « Putain, ce monde est méchant, ce monde est dur. » Et peut-être que moi j'essaye d'alléger le truc en faisant le clown, etc. Et parfois on me le reproche de ne pas être assez sérieux. Souvent les gens de droite ils me disent putain t'es pas assez sérieux, tu fais le con. Bah oui putain faut. Moi j'essaye de dédramatiser, putain c'est horrible quoi. Sinon j'essaie d'informer les gens, de réveiller. Il y a un point qui est important là-dessus. Tu vois, ces gens c'est des spectateurs du monde. Tu sais quand tu dis je ne sais pas ce que le monde va devenir, tu es un spectateur du monde. Ça veut dire que tu considères que tu n'as absolument aucun impact sur ce qui va se produire. C'est pareil pour l'actualité. Il y a des gens des fois qui me disent mais comment est-ce que tu fais pour avoir le nez sur toutes ces conneries et pour que ça t'affecte pas? C'est parce que je produis. C'est parce que je ne scrute pas l'actualité comme un simple spectateur. C'est que j'en fais une matière et quand j'ai un truc à dire, je le balance, je rentre dans le jeu et je sais que je vais avoir une influence au niveau des opinions. Et donc il faut que les gens deviennent beaucoup plus producteurs. Mais en Europe, on est devenu une société de consommateurs qui attendent un petit chèque, qui attendent une petite allocation. Et donc ces gens n'ont absolument aucune prise sur le monde. Et c'est pour ça qu'ils se sentent aussi peureux. Et moi j'ai confiance en fait. Je m'en tape complètement de est-ce que le monde va monter de 1 degré, de 2 degrés. Je sais que mes enfants auront une meilleure vie que la mienne. Pourquoi? Parce que je bosse beaucoup, parce que j'investis, parce que j'accumule, parce que je leur partage tout un tas de connaissances et de compétences. Et quelle que soit la gueule qu'aura le monde, il y a des gens qui vont s'en sortir. Et les gens qui s'en sortiront, c'est ceux qui auront un bon bagage. Et moi, je suis en train de leur donner. Donc il faut sortir de cette attitude de spectateur. Mais même, en plus, merci bébé, même si t'es... toi, anthropologiquement spectateur, tu peux très bien faire des enfants qui, eux, deviendront des acteurs, tu vois. Donc, faut pas être non plus désespéré. Je pense que cette nature, elle est très changeante. Moi, j'ai 3 gamines. Elles sont différentes les unes des autres. Il y en a une, je sais qu'elle sera salariée. Il y en a une autre, je sais qu'elle sera indépendante, quel que soit le taf qu'elle fera. C'est sûr, en fait. Elle acceptera jamais de faire ce qu'on lui dit de faire parce qu'elle a ses idées, elle a ses objectifs et elle en démord jamais. Et alors que l'autre, elle est plus feignasse, à se laisser porter sur ses acquis. Donc ouais, je pense que c'est une salariée haut niveau. Et voilà, mais et la dernière, elle est trop mignonne, donc elle sera Miss France, ou Miss un autre pays, mais Miss Europe. Mais voilà quoi. Écoutez, continuons. Mais moi je trouve ça triste parce qu'encore une fois, il est plutôt BG quoi le mec. Il est musclé et tout. Je comprends pas quoi. Il y a un truc qui va pas. Vraiment, faut arrêter de regarder la télé au bout d'un moment. Et écoutez les boomers aussi. Ça donne effectivement une meilleure bande de potes, mec. Ouais, je pense aussi. Mais tu sais quand tu parlais des boomers, mais tu sais que moi, quand j'ai eu mes gosses, quand j'ai fait un gosse,
Ma mère était très contente. Deuxième gosse, ma mère, elle m'a dit, oh là là, franchement, tu es sûr que tu vas pouvoir? Parce que j'étais trop. Ouais, j'étais dans mon petit appart de 50 mètres carrés, mais j'étais proprio. On l'avait acheté cash avec ma femme. On avait économisé pendant des années pour se l'acheter. Donc, on avait un toit sur la tête. À partir de là, normalement, c'est bon, tu vois. On travaillait tous les deux. Troisième gosse, ma mère, mon père, j'en parle même pas. Alors, mon père, c'était une catastrophe. Ma mère, elle m'a dit. À chaque fois, après, ma mère les a acceptés. D'accord. Alors que mon père, non, il reste que sur la première. Les autres, il veut pas en entendre parler. Et ça, je pense qu'en fait, les boomers, ils ont cet état d'esprit. Et ils ont créé le principe et le concept d'enfant unique, les boomers, parce qu'en fait, la plupart des boomers, ils sont nés dans des familles nombreuses, plutôt pauvres ou modestes, beaucoup plus pauvres que le niveau de vie qu'ils ont connu par la suite, grâce à l'explosion de la production industrielle et des biens de consommation, tu vois. Et je pense qu'en fait, ils associent leurs conditions plus modestes de quand ils étaient enfants au fait qu'ils étaient nombreux. Et que eux, vu qu'ils ont fait un gosse ou deux et qu'ils étaient prospères, ils se sont dit la clé de la prospérité, elle est là, tu vois. Et j'en suis certain en fait. Et parce qu'il y a un nœud dans la tête des boomers, ils se disent vraiment, plus t'as de gosses, plus ça va être compliqué. Mais en vérité, un gosse, ça coûte pas si cher que ça. Honnêtement, ça coûte rien, un gosse. Arrivé à un certain âge, ado, ok, ça commence à vouloir de la marque, commence à penser à des écoles et tout. Mais je veux dire, l'école publique, elle marche encore bien en France si t'es dans le bon endroit. Hein, si t'es pas, c'est sûr, en Île-de-France ou en Seine-Saint-Denis, bah oui. L'école, ça coûte pas si cher. Les fringues, tu peux très bien t'en sortir en rachetant des fringues sur le bon coin. Il y a des mamans qui gagnent des sous en revendant, en rachetant des fringues et te vendent des tenues 1 ou 2 euros qui sont en parfait état parce que tout le monde achète plein de tenues pour ces bébés qui mettent 2 fois. Et, la bouffe, si ta femme elle allaite, même si tu prends des biberons, c'est pas si cher. Jusqu'à un certain âge, ça bouffe rien les gosses. À part bien sûr si t'as Koubiak à table qui éclate comme toi alors qu'il a 8 ans. Mais c'est, je veux dire, un enfant, quand tu cuisines pour 2 adultes, si t'as 1 ou 2 gosses en plus, c'est pas grand chose en plus à préparer pour le dîner. Ça coûte rien, mais vraiment ça coûte rien. Tu veux lui acheter, même quand ils sont tout bébés, tout l'équipement, les landaux, etc. T'achètes tout sur le bon coin. T'achètes des landaux à 50 balles, bah tu les revends 50 balles quand on a plus besoin. T'as rien dépensé. Moi, ma femme, elle fait que ça. On dépense jamais rien, à part des trucs, bien sûr, voilà, bon, on les a abîmés, etc. Bon, ça part à la benne, mais voilà. Mais sinon, ça coûte rien, les gosses. Vraiment, faut arrêter. Les gens, ils se font des montagnes. Ça coûte que dalle. Et en plus, vous avez des parents qui sont des boomers, qui ont un peu de pognon, etc. Ils vous aideront. Hein. Je veux dire, s'il y a des achats que vous pouvez pas assurer, ils vous aideront. C'est évident, quoi. Putain. Mais franchement, les gens, ils sont des... Je vois pas les difficultés, en fait. Moi, j'ai vu aucun inconvénient à avoir des enfants, quoi. Mais il y a que des avantages, vraiment, quoi. Enfin, bref. Parce que tu es raisonnable. Eux, ils sont pas dans le raisonnement. Eux, ils ont une idéologie qui les fait paniquer. Et on reviendra un peu à la source de cette idéologie. Mais on va écouter ce garçon. Et est-ce qu'il aura réellement à manger comme il voulait avoir mangé? Est-ce qu'il pourra boire voilà. La deuxième raison, en fait, c'est que on est déjà trop nombreux sur la planète. Ça, c'est une certitude. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. On est déjà trop nombreux. Et ben, moi, je suis désolé. Ça, c'est une énorme connerie. Hein. Là, les gens, pour se rassurer, ils doivent regarder que tu peux foutre l'ensemble de l'humanité dans le Grand Canyon. Hein. Donc, c'est complètement con, cette idée que on est trop nombreux. On n'est pas du tout trop nombreux. Ça, c'est un discours malthusien et ça n'a absolument aucun sens. Il faut arrêter de se représenter l'humanité comme une tare. Ça a été vraiment le travail du gauchisme. Et c'est pas seulement l'humanité, hein, c'est souvent l'européen et l'occidental. Oui, bien sûr. On se représente l'européen et l'occidental comme une tare, alors qu'il n'y a pas de plus grande richesse qu'un humain. Des enfants qui naissent, c'est la possibilité d'avoir un inventeur révolutionnaire qui va trouver une solution pour aller sur Mars, une solution pour faire un gain de productivité incroyable. L'humain, c'est une richesse. L'humain, c'est la première des richesses. Et le discours selon lequel on est trop nombreux sur Terre, c'est un discours d'abord qui est tenu seulement par les Occidentaux. Et c'est un discours qui est fait pour leur intégrer dans le crâne une idéologie suicidaire. Donc c'est complètement faux. Et quand on était 1 milliard sur Terre, il y avait des discours qui te disaient ah là là, on est beaucoup trop déjà. Alors que le problème d'une humanité à 7 milliards, c'est pas que les gens ont faim, c'est que les gens sont obèses. Donc il faut quand même arrêter de déconner avec ces discours selon lesquels il n'y en aura pas assez pour tout le monde. C'est vrai qu'on peut mettre toute l'humanité dans le Grand Canyon, mais après, l'humain a besoin d'espace et de territoire, donc ça s'étend... Je pense que c'est en fait, les écolos,
gauchistes ont imposé une vision de la nature qui est idéalisée, hein, comme dans Bambi où les animaux sont heureux, ils partagent des carottes et tout le monde et tout va bien. La nature c'est hostile, la nature c'est méchant. La plupart des animaux ils crèvent dans des souffrances pas possibles suite à des infections, des maladies terribles et ils s'entre-dévorent vivants. C'est terrible la nature, c'est extrêmement hostile et méchant. D'accord? Et on a réussi à combattre ça. Alors effectivement, on pourrait lui laisser plus de place, parfois, je pense, ça se fera naturellement. Mais entendre qu'aujourd'hui, on est trop sur Terre, alors que justement, on a atteint un seuil de renouvellement des populations qui est déficitaire, ça n'a aucun sens, en fait. C'est de la connerie. Parce que quand les boomers ils vont mourir en Occident, il va plus y avoir beaucoup de... Enfin, je veux dire, on va perdre de la population, clairement, en fait. Il va y avoir une vague de mortalité dans les 10-15 ans à venir, quand les boomers vont commencer à décéder massivement, comme ils sont nés massivement il y a 80 ans. D'ici là, ceux qui feront des enfants seront les grands gagnants, quoi. Et dans la plupart des pays du monde, il n'y a plus qu'en Afrique où les taux de renouvellement continuent d'être délirants. Mais sinon, dans la plupart des pays du monde, même des pays pauvres, maintenant, c'est en train de passer en dessous des 2. Donc, ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Ouais, mais là je pense que c'est intéressant d'en venir un peu au scam qui a derrière ça. Je vais prendre un exemple très simple. Tu vois ce que c'est que le malus écologique? Le malus écologique, c'est le surplus que tu files à l'État quand tu achètes une bagnole. J'ai regardé une carte pour une Peugeot 5008. Tu vois, une Peugeot 5008, c'est avec un moteur sympa hybride, tu payes 6 000 € de malus écologique en France. Si tu compares l'achat de cette voiture dans tous les autres pays européens, t'as, je sais pas où c'est, en Belgique, t'as 800 balles. À comparer aux 6 000 en France. En Italie, c'est 300 balles. Allemagne, 0. Autriche, 0. Luxembourg, 0. Donc il faut réaliser qu'il y a une grosse partie de toutes ces conneries qu'ils ont dans la tête, selon lesquelles, oulala, on va mourir, les océans vont bouillir. C'est un scam pour les taxer, pour leur permettre d'accepter un nouveau niveau de taxation, parce que une fois que tu as taxé le salaire, la maison, les investissements, que tu as taxé absolument tout, faut trouver un nouveau domaine de taxation, et maintenant c'est la mauvaise conscience écologique. Et l'effet collatéral de ça, de tout ce discours qu'on nous a balancé pour nous faire accepter de payer ces impôts supplémentaires, c'est que tu as des pauvres jeunes gens qui se lancent dans la vie en se disant ouais ça marchera pas, on s'en sortira pas, et je trouve que c'est criminel en fait de leur avoir foutu ces idées dans la tête. L'humanité a traversé plein de problèmes, je pense que les grandes pestes du Moyen-Âge c'était autrement plus dramatique comme danger que la planète qui se réchauffe un petit peu. Il faut qu'ils redescendent un petit peu en pression et qu'ils réalisent qu'il y a une grande partie des croyances qu'on leur a foutues dans la tête qui sont faites pour les habituer à la pauvreté et pour les habituer à payer plus d'impôts. Je suis d'accord, j'ai rien d'autre à ajouter. On ne va pas faire un enfant parce que je ne vais pas le lancer dans un monde compliqué. Par contre, essayer d'apporter mon aide et mon soutien à un enfant qui de toute façon sera là et de toute façon on va sûrement connaître des choses compliquées, là il n'y a pas de souci. Donc je ne dis pas que je n'aurai jamais d'enfant, mais je ne veux pas en faire. C'est deux choses différentes. Avec mon... Tu veux pas en faire, comment il en aura un sur le... il veut adopter sûrement. T'as raison, t'avais raison au c'est début. ça, ouais. Il veut... En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il considère... En fait, qu'il est terrifié par le déclassement. Parce qu'en fait, il considère que prendre un enfant dans un pays pauvre, parce que c'est souvent ça qu'on peut adopter, ce sont des petits-enfants qui viennent de pays très pauvres, des petits orphelins, Afrique, Asie, dans les pays pauvres d'Asie, etc. Donc il considère qu'il va pouvoir rehausser leur niveau de vie, parce qu'ils vont venir de la misère la plus totale, et avec lui, quoi qu'il arrive, ils seront mieux lotis. Parce que quand même, je lui rappelle que même les parasites les plus fainéants de France survivent très bien au Frankistan. Ils sont abreuvés de subventions et d'aides publiques. Et tout va bien pour eux. Personne ne crève de faim en France, à part les gens vraiment qui sont même pas foutus d'aller gratter au Resto du Cœur ou je ne sais où. Personne ne crève de faim en France. Même les pires clodos alcoolisés, ils ont des gens qui leur amènent à bouffer. Donc c'est qu'il y a un excédent calorique en fait. C'est évident et qui se répand comme ça. En revanche, lui, il a peur que s'il fait un enfant à lui, il puisse être déclassé. Et c'est ça, en fait, la vraie terreur. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais avant. Cette imposition maximum, cette perte de productivité aussi qu'on a en Europe, dans le monde occidental, parce qu'on a choisi le socialisme. Et le socialisme, c'est une catastrophe en termes de productivité. Tout ça
Et en plus, il essaye de se rattraper en augmentant toujours les impôts, parce qu'il faut que l'État continue de survivre, bien sûr, pour continuer de faire son œuvre de destruction. Eh bien, et le seul moyen, c'est de pomper plus d'argent productif. Donc voilà, en fait, tu te rends compte en Europe que tu as beau bosser, tu as beau apporter de la valeur, tu vas pas t'enrichir forcément, et même pour certains d'entre nous, tu t'appauvris dû à la taxation. Et là, ça transparaît, parce que adopter un enfant très pauvre pour lui faire venir dans la classe moyenne, ou même dans la classe moyenne en voie de déclassement en Europe, ça lui convient, parce qu'il y a un up socio-économique. Mais en revanche, son gosse qui risque de descendre, ça le terrifie. Et c'est là que tu vois qu'on est tous devenus des bourgeois. Parce que qui est terrifié par le déclassement ? Ce sont les bourgeois. Donc en fait, ce mec a une idéologie de bourgeois, et il te dit, alors qu'il est plutôt issu de la classe moyenne, ça se voit, et il te dit, putain, c'est compliqué. Bah non, c'est pas compliqué, mec. Tu penses comme un bourgeois, alors que ça veut dire que tout va bien, en fait. Parce que quand tu penses comme un bourgeois, ça veut dire que tu as tout ce qu'il te faut. Les gens se disent que l'adoption, ça va être simple, qu'ils vont arriver, il va y avoir plein de gens qui vont leur donner un petit bébé noir dans les mains. C'est une énorme galère, l'adoption, les gars. Vous allez être dans des stages d'adoption avec des gens qui, eux, ne peuvent pas avoir d'enfants, des gens qui ont 38, 39, qui ont les larmes aux yeux, qui sont hyper déprimés parce qu'ils ont passé la fenêtre. Et après, quand votre enfant va faire sa crise d'adolescence, déjà que tu peux te taper un enfant qui fait sa crise d'adolescence quand il a tes gènes et ton sang, un enfant qui a pas tes gènes et ton sang, quand il commence à se dire papa et maman, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Si vous avez la chance de pouvoir avoir des enfants qui vous ressemblent, mais faites-les, quoi. C'est même pas qu'il a pas tes gènes, c'est qu'en plus tout le monde voit que c'est pas ton enfant biologique. Parce que quand tu prends un petit Africain, quand tu as un couple de blancs et que tu as un petit enfant africain, alors ça peut sembler pour certains être une bonne idée, mais moi j'en ai connu pas mal, c'est souvent compliqué. C'est souvent très très compliqué. Il y a souvent une énorme cassure qui s'opère au sein de la famille. Tant qu'ils sont tout petits, tout va bien. Mais comme tu l'as dit, à l'adolescence et dans l'entrée dans l'âge adulte, il y a des traumas, il y a des complexes qui se mettent en place, et c'est extrêmement conflictuel. Hein. Très très conflictuel. Et il y a des grosses souffrances qui en découlent souvent. Après, j'imagine que parfois ça se passe bien, donc très bien. Mais c'est un peu la même situation que si t'es un mec et tu te mets avec une nana qui a eu un gosse avec un Africain, et du coup c'est un couple de blancs qui se trimballe avec une gamine métisse, c'est très difficile à assumer, tu vois, parce que tu vois, je veux dire, tout le monde sait que t'es pas le père, alors que tant que tu peux jouer le père et que tout le monde fait semblant d'y croire, ça passe. Mais quand tout le monde sait que t'es pas le père, la situation est pas la même du tout, quoi. Il y a des enfin bref. J'imagine que dans les milieux gauchistes, ça doit être mis en avant. Oh là là, il est adopté un petit miséreux du fin fond du monde. C'est génial, bravo à lui. Mais je suis pas sûr que ce soit optimum, quoi, en vérité. Hein. Je veux pas trop tartiner avec le sujet identitaire, mais je trouve ça quand même un peu triste, quoi, que t'aies un petit couple comme ça de Français, quoi, qui est en train de se dire voilà, on va pas faire d'enfants, alors que les deux sont jolis, les deux sont tout jeunes, et ils ont besoin de plus de confiance. Et si avec le double discours, l'écologie, les océans vont bouillir, et par ailleurs vous les occidentaux, vous êtes responsables de tout l'enfer sur cette planète. Il y a vraiment quelque chose de profondément suicidaire, et en fait j'ai même pas envie de faire de vannes sur ces gens. Je pensais que j'allais me marrer avec le côté castration, machin truc, les balls, mais en fait ça me rend triste, et j'ai plus envie de les serrer dans mes bras et de leur dire allez les gars, ça va aller, quoi. Parce que moi je suis darwiniste et je crois en la sélection, et je te dis, la plupart de ceux qu'on voit qui se vendent de cette fée vasectomisée, c'est des mecs, de toute façon aucune nana veut se reproduire avec eux, tu vois, parce qu'en vérité depuis le début de l'humanité, statistiquement il y a que la moitié des hommes qui se sont reproduits. En fait c'est les hommes les plus valables qui se reproduisent, on peut dire ce qu'on veut, mais les skinny fat à tête de gonzesse, les nanas veulent pas se reproduire avec, tu vois, donc qui n'ont pas de testo, qui n'ont pas de puissance, tu vois. Et elle préfère être la maîtresse d'un alpha que de faire des gosses à un bêta. C'est comme ça, tu vois. Et non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et là, on a un couple qui sont mignons, qui sont beaux. Même le mec, quand il parle, il est pas ridicule et tout. Et en vrai, ça fait de la peine parce qu'on se rend compte que c'est forcément du poison qui leur a été mis dans la tête, quoi. Forcément. Ouais. C'est pas possible autrement. Normalement, il devrait avoir 2 ou 3 gosses et être très heureux, tu vois. Mais bref, allez, continuons. Mon parcours personnel, c'est pareil. Avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui est dans ma vision de la vie. Moi, je suis une ancienne enfant placée. J'ai été placée 14 ans en famille d'accueil. Et c'est vrai qu'on voit la vie autrement, les choses autrement. On arrive à des situations aujourd'hui, je prends l'exemple des enfants confiés, où on n'a plus de place dans les lieux d'accueil. Et pourtant, on a des demandes de placement à l'appel. On n'a plus de place, et ces gens-là, on ne sait pas où les mettre. Et c'est des jeunes qu'aujourd'hui, où je suis référente d'enfants qui sont à l'hôtel, par exemple.
Et c'est des choses qui sont totalement incohérentes. Le jour où on sera décidé, où on voudra potentiellement du coup avoir des enfants, encore une fois, pas faire des enfants, avoir des enfants, là on en discutera, discutera de comment on fait, est-ce qu'on fera famille d'accueil, est-ce qu'on adoptera, on sait pas encore, mais la question se posera plus tard, pour l'instant c'est pas un besoin. Ces gens doivent pas sous-estimer le fait que c'est pas si facile que ça d'avoir des enfants, hein. Là, ils se disent ouais, peut-être que je vais faire comme ci, peut-être que je vais faire comme ça, mais c'est pas si facile que ça d'avoir des enfants. Et s'ils commencent déjà à fermer les portes, ils risquent d'avoir des drôles de surprises plus tard. Bah, en fait, là, tu vois qu'il y a un trauma de la nana qui est légitime et qu'on peut entendre, bien sûr. Mais ça veut dire quoi? En fait, je pense que le mec, il doit être un petit peu influençable. Et cette souffrance, elle a fini par le contaminer avec. Alors que normalement, son rôle d'homme, ce serait de détruire cette souffrance. Ou vraiment de la rassurer suffisamment pour lui dire non mais t'inquiète, moi je serai toujours là, etc. Moi je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de cette famille, de ses enfants à venir. Et je serai là. Tu vois, il n'arrivera pas la même chose à nos enfants que ce qui t'est arrivé à toi. Et je pense que le bas blesse à cet endroit-là. Voilà. Ouais, t'as tout à fait raison, et surtout que c'est pas du tout dans l'idéologie ambiante. L'idée que l'homme doive rassurer, prendre les devants, c'est plutôt le contraire. Et peut-être qu'il va reparler là de son projet d'opération, mais mec, ce qui te pend au nez, c'est que quand t'auras 30 ans et que tu te seras castré ou je sais pas quoi avec les impacts en termes de testo que ça va avoir sur ta personnalité, ta nana va se barrer et elle va faire des enfants avec un entrepreneur viril de 40 ans et toi tu vas être tout fioteux et tu auras personne en fait qui va te trouver attirant. Donc ne fais pas un truc comme ça. Non, vraiment. Il faut que quelqu'un l'en empêche. Mais surtout qu'en plus, il n'y a pas besoin de la contraception pour pas faire de gosses, en fait. Il y a plein de gens, moi je connais plein de gens, ils s'en sortent naturellement. Et au pire, bah, t'as un petit bébé. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave, quoi. Je veux dire, au pire, t'accueilles un petit bébé dans ta vie. Vous avez, je sais pas, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont de la vie devant eux. Putain, je trouve ça ouf. Il est beau gosse, putain. Je comprends pas. Vraiment, moi, ça me trouve le cul, ça me crève le cœur. Vraiment, c'est. Comme tu l'as dit, c'est l'idéologie dominante. L'homme est encouragé à abandonner son rôle traditionnel, mais aussi, du coup, toutes les responsabilités qui incombaient à ce rôle. Ça arrange beaucoup d'hommes, a priori. Hein, c'est sûr que quand tu vois des skinny fat en déficit de testostérone, parisiens adolescents, eux, ça leur va très bien de ne pas avoir assumé la moindre responsabilité, tu vois. Mais il y a des hommes qui sont bâtis pour ça. Et moi, je pense que ce mec... Il était bâti pour ça. Et il a même l'air de faire de la muscu et tout. Putain, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui tu regardes se passe? Thibaut InShape. Bah oui, mais c'est le problème aussi. C'est que même les mecs comme Thibaut InShape, quand tu vois dans quel état ils sont, les pauvres gamins, tu vois, je veux dire, complètement bouffés par leur gonzesse, tu te dis, bah ouais, même les exemples. Thibaut InShape, en plus, spécifiquement, c'est un mec qui a fait des vidéos avec des familles ultra nombreuses. Il avait l'air de kiffer et tout. C'est un mec qui devrait avoir 4-5 gosses, quoi. Putain. Je veux dire, il va se faire lourder par sa meuf. Exactement le même. En fait, les nanas font tout. Les nanas un petit peu qui sont obsédées par des trucs. Même toutes les nanas, elles font tout pour essayer de prendre le pas sur les hommes. Elles font tout pour essayer. Mais c'est un shit test, en fait. Parce que si elles y parviennent, elles perdent tout respect pour l'homme. Tu vois? Et donc, du coup, faut les laisser jouer leur jeu, mais faut les laisser jouer dans les limites du raisonnable. Mais à partir du moment où tu dois imposer ta personnalité, ton droit, tes convictions, normalement, tu dois être extrêmement ferme et dire non, là, chérie, voilà. C'est ça être un homme, en fait. Vous mettez un bon tarif à vos nanas. Non, mais c'est ça être un homme. Et après, elles sont moins chiantes. Non, mais c'est ça être un homme. C'est de laisser les femmes être les maîtresses de la maison, ce genre de choses. Mais sur les questions qui, normalement, concernent l'homme, extérieur au monde, etc., normalement, tu dois dire non, mais là, c'est moi qui décide et ça sera comme ça, quoi. Et ça les rassure, les femmes, en vérité. Parce qu'il n'y a rien de plus... Il y avait eu des études qui avaient été faites dans ce sens. En vérité, les dominants sont plus soumis au stress que les soumis. Parce que les dominants, ils ont toujours peur de perdre leur statut. Alors que les soumis, ils sont à leur place et ça va très bien. Et vu qu'anthropologiquement, les femmes sont plutôt faites, alors ça va pas plaire, mais sont plutôt faites pour être dominées, en fait, ça les rassure d'avoir un homme qui les domine avec bienveillance, bien sûr. C'est très important. Ce qu'elles cherchent, les femmes, c'est de la domination bienveillante. Voilà. À part quand tu dois remettre un gros tarif pour les apaiser pour la semaine. Voilà. Là, tu peux te passer d'un peu de bienveillance là, à ce moment-là. Voilà. Voilà.
Et regarde le regard de ces jeunes aussi. Hein. Ouais. Tu vois, à cet âge-là, tu devrais te dire trop bien, il y a l'IA, il y a la possibilité de voyager, il y a la possibilité Il y a de créer tout. plein de business. On va s'éclater, quoi. On va faire plein de trucs. Et ils sont déjà morts à l'intérieur. Réveillez-vous, les enfants, là. Vous avez les plus belles années de votre vie devant vous. Réveillez-vous. Attends, juste attends. Oui, et puis si. Juste, je rajoute un truc. Il y a un truc en plus, c'est que eux, ils sont vraiment tout en bas de la chaîne alimentaire de cette anxiété généralisée écolo-socialiste, tu vois. Parce que hier, je suis tombé sur Instagram, sur un réel, une petite vidéo d'un mec qui est un influenceur de gauche écolo. Et il est en train de bouffer je sais pas, son boulgour ou je sais pas quoi. Et il dit, mais moi, je suis plein de contradictions, vous savez, parce que je suis un écolo anxieux. C'est genre, il croit que la planète va devenir une marmite, ok? Mais je prends quand même l'avion 10 fois par an. Donc vraiment, je suis... Voilà. Tu vois, et en fait, les gens qui sont les responsables de cette propagande, en vérité, ils en ont rien à foutre. Parce que si vraiment ils étaient persuadés que la Terre allait devenir une marmite, ils prendraient jamais l'avion, tu vois. Et ils passeraient son temps à dire prenez pas l'avion, c'est terrible. S'il le prend 10 fois par an, c'est qu'il se rend bien compte que c'est bullshit tout ça. Et eux, ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire. Voilà, eux, ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire. Et ils sont juste bouffés le cerveau, en fait. T'as tout à fait raison. Ils ont même pas les petites subventions et les petits bénéfices d'être un influenceur climatique, quoi. Pauvres gens. Et un jour, il y a vraiment cette question d'enfant, enfin, il y aura toujours un Il y aura des moyen. solutions, il y aura toujours des enfants qui auront besoin. Quand on parle d'adoption, j'ai souvent l'argument, ouais, mais c'est pas ton enfant, il aura pas tes yeux, il aura pas ton visage, il aura pas... Et alors, ça change quoi? Et ben ça change quand il va faire sa crise d'adolescence et qu'il va dire moi en fait mes origines c'est le Wakanda, et ben il va se barrer et tu vas être tout con et tout triste. Et oui, c'est une chance incroyable, c'est un bonheur incroyable de reconnaître ton visage dans celui de tes enfants et d'avoir d'autres gens qui disent bah regarde, elle est belle comme sa maman, il est beau comme son papa. C'est un vrai bonheur de revivre toutes les choses que t'as vécues à travers tes petits enfants qui grandissent. Et tu n'auras pas la même expérience avec un enfant. Et arrête de croire que tu vas sauver un enfant africain. Enfin, c'est aussi un gros délire. Commence par te sauver toi-même. Et une bonne manière de te sauver toi-même, c'est d'avoir un couple fonctionnel et une famille fonctionnelle. Et surtout, regarde, 2 choses. La première, quand tu adoptes un enfant qui a été placé, etc., alors c'est pas de sa faute, mais il est issu de parents dysfonctionnels. Sinon, ils auraient été capables de le prendre en charge. Donc déjà, génétiquement, il y a un leg à ce niveau-là. Plus toutes les souffrances qu'il a pu vivre dans le ventre de sa mère, via les décharges de stress et tout ce que tu veux, via après le vécu qu'il a pu avoir les quelques mois ou les quelques années qu'il a été à son contact. L'alcool, le crack. Voilà, l'alcool, le crack, les violences, souvent les violences, la précarité et tout ça. Et bah ça, tu vas devoir le gérer. Et si en plus, t'as pas d'enfant à toi, pour servir de repère, pour servir d'ancrage, parce que pourquoi pas prendre en charge ces gamins? Parce que ces gamins, ils n'ont pas choisi de naître dans des familles de merde et de subir tout ça. Donc moi, j'ai rien contre les gens. Même moi, j'en ai parlé à ma femme de devenir famille d'accueil et tout pour des gamins. Parce que ils ont le droit à un peu de bonheur, ces enfants-là. Même si je pense que ça doit être extrêmement compliqué. Mais si tu as des enfants à toi qui sont élevés dans l'amour, qui sont élevés dans la compréhension et la confiance, et que tu ramènes un gamin qui a été placé, qui est plein de souffrance et de traumatisme, je pense que c'est beaucoup plus facile pour lui de s'intégrer dans cette famille et d'essayer de comprendre comment fonctionne l'amour, que si tu as juste lui, en fait, comme enfant, et que tu es juste confronté à sa souffrance tous les jours, et que c'est le seul miroir que tu as dans ta vie familiale. Mais ça doit être horrible, en fait. Et je pense qu'effectivement, avoir des enfants normaux de toi, que tu aimes, au milieu, pour servir de pilier autour de ce gamin que tu vas accueillir, parce que c'est louable de vouloir accueillir des enfants qui sont placés, bah, je pense que c'est quand même mieux. Voilà. Donc même dans ce cadre-là, c'est mieux d'avoir des enfants. Et ta femme, c'est cool. T'as raison, et puis l'accouchement de ta femme, c'est cool. Je pense que c'est un truc que les hommes doivent vivre, quoi. C'est un parcours. La grossesse de ta femme, c'est cool. Le fait de sentir qu'elle a plus besoin de toi, qu'elle devient plus fragile et qu'elle a besoin d'un bonhomme qui la protège, qui fait les courses, qui s'assure qu'elle a chaud, qu'elle est en sécurité, qui est attentif. Enfin, c'est un vrai rôle d'homme, quoi. Et c'est important de jouer ce rôle. Et les expériences dans la vie, il n'y en a pas énormément, des trucs qui sont aussi forts que ça, de la paternité. Et donc, passer à côté de ça, c'est se couper d'un gros morceau de la vie. La première fois, je me souviens de pourtant, moi j'ai une mémoire extrêmement défaillante, mais je me souviens de le premier contact avec chacun de mes enfants, mais jusqu'à ma mort, je me souviendrai, quoi. Chacune de mes filles, toutes petites contre moi. Après, moi, je suis plutôt... moi, j'aime pas assister à l'accouchement.
Voilà, je te le dis, moi je reste à l'extérieur. Parce que pour moi, c'est un truc de femme, tu vois. Tu vois, et puis j'ai pas envie. Moi, j'ai mon meilleur pote qui m'a raconté qu'il a vu sa femme se chier dessus, etc. Tu vois, j'ai pas envie de voir ce genre de truc, tu vois. Et même ma femme était pas trop chaude pour que j'assiste à ça. Je la vois en train. Donc voilà, moi, au moment de la délivrance, je m'en vais. Tu vois, je lui tire la main et puis à la fin, je m'en vais. Bah, chacun vit comme il a envie de vivre le truc, tu vois. Mais voilà, moi, je suis pas. Voilà. C'est le seul truc que je me suis épargné, quoi. Voilà, bon, bref. Fondamentalement. Quand tu l'éduques pendant 15 ans, 20 ans, ça sera toi son père tout pareil. Ouais, mais Non. n'y est pas trop la génétique, les mecs. Bah oui. N'y est pas trop la génétique. Il y a quand même effectivement, il y a les facteurs épigénétiques, mais ton fils va hériter de certaines choses. Et puis tes gènes, quoi. C'est quand même ton programme. Tu le disais au début. Hein, pour moi, la paternité, c'est effectivement une manière de prolonger sa vie, de devenir éternel. Et il va le sentir au bout d'un moment. Et là, il parle dans l'abstrait. Ouais, il n'y a pas de problème, l'adoption, ça va bien se passer. Le jour où on voudra des enfants, ils sont dans l'abstrait, et c'est normal à leur âge. Mais avec une idéologie aussi défaillante, ça peut prendre un très mauvais chemin. Bah attends, mais moi j'ai vu carrément une vidéo il y a pas longtemps. Alors je dis pas que c'est la règle absolue à chaque fois, mais un beau-père afro-américain qui a élevé sa belle-fille depuis qu'elle était toute petite, je crois depuis même qu'elle avait 2 ans, 2-3 ans. Toute sa vie, et la meuf, elle est diplômée, donc elle va faire sa remise de diplôme aux États-Unis, tu sais, avec le chapeau et tout. Et il y a son père biologique qui est revenu dans sa vie, et du coup, elle a donné la place pour la cérémonie à son père biologique. Et quand le mec lui a dit, mais putain, je t'ai élevé pendant 15 ans, elle lui a dit, ouais, mais c'est lui mon père. C'est lui mon père. Ouais. Voilà. Et la mère a pris le parti de son ex. Alors que le mec, il l'a nourri pendant 15 piges, il a été là pendant 15 piges. Les gènes, il n'y a rien de plus fort que ça. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a rien de plus fort que ça. Il peut y avoir une reconnaissance, il peut y avoir une affection, mais les gènes, ils seront toujours là. Et ils ont une idéologie constructiviste, gauchiste, et ils ont tendance à nier ça. Et faut pas nier ça, les mecs. J'ai été accueilli dans une famille qui n'est pas la mienne, biologiquement. Et pour moi, c'est ma famille. Mais on n'a rien en commun. On n'a pas de patrimoine génétique en commun, on n'a pas le même sang, mais pourtant, pour moi, c'est ma famille. Donc pour moi, il n'y a pas cette question qui se pose. Et une opération pour une contraception définitive, ça fait partie des choses auxquelles vous réfléchissez ? Ouais. Mais là, du coup, c'est plus confort pour ma compagne qui, du coup, en étant sûr que je ne veux pas d'enfant naturellement, ça sert à rien que je lui impose une contraception néfaste, enfin voilà. Autant que ce soit moi qui le fasse, et ça aura aucun impact sur moi, et du coup c'est plus simple pour tout le monde, quoi. C'est la décision de Florent, enfin dans tous les cas c'est lui qui choisira. Je connais ses principes et ses valeurs, et je sais que s'il en vient à faire cette opération, enfin c'est en accord avec ce qu'il dit, donc je m'opposerai jamais à ça. Après je respecterai son choix, je lui demanderai jamais de le faire, parce que c'est son corps, c'est lui qui choisit. Mais tu ne demanderais pas de pas le faire? Non. C'est bizarre cette séquence-là. C'est donc la décision apparemment vient de lui, sauf si il s'est fait un peu bullshiter par ailleurs, mais il est militant de se faire vasectomiser. Il pense que ça aura pas d'impact, alors que je pense que ça a quand même un impact sur la production de testo. Et si tu produis moins de testo, tu vas être moins attirant pour ta nana. Et puis, encore une fois, vous avez 20 ans, tu vas prendre une décision pour l'ensemble de ta vie. Ça se trouve, votre couple va pas marcher. Et après, sur le marché, justement, t'arrives, ouais, par contre, faut que je te dise un truc, je tire à blanc. Enfin, c'est chaud. Ouais, surtout qu'en plus, vu qu'il est plutôt beau gosse, si les femmes le choisissent, c'est en partie pour sa génétique. Ouais. C'est en partie pour sa génétique, parce qu'il faut pas se mentir, quand une femme est attirée par un beau mâle, c'est parce qu'elle se dit j'aurai des beaux enfants avec lui. Donc si le mec il te dit ce gain chez moi, cette valeur chez moi, elle est nulle parce que je pourrais pas transmettre mes gènes à nos enfants, c'est vrai que c'est un petit peu foireux. Et quand tu vois qu'il dit, il y a un truc qui est complètement paradoxal selon moi, c'est qu'il dit moi en gros je vais subir cette intervention parce que je veux plus moi ça va rien me coûter, et elle ça lui permettra de plus avoir de
enfin, les effets secondaires de la contraception féminine, c'est-à-dire la pilule. Ok. C'est-à-dire que pour éviter à sa femme d'avoir des inconforts réversibles et à court terme, lui va se stériliser définitivement. Mais je comprends pas en fait. Alors pourquoi pas? Peut-être que lui, s'il est vraiment persuadé qu'il n'aura jamais de gosse, bah, pourquoi pas? Mais je vois pas comment tu peux prendre une décision aussi grave à son âge. Il a l'air d'avoir, allez, 26, 27 ans, 25 peut-être. C'est pas possible, tu vois. À 25 ans, moi, j'étais un bébé. Hein, donc, les hommes, on commence à être des hommes à partir de 25 piges. Hein. Avant ça, on est des bébés. Hein. Donc, je vois pas comment il peut dire ça. Pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Et surtout qu'en plus, je pense que c'est quelqu'un de très empathique, en vérité, ce mec. Et qu'il a été contaminé par la souffrance et l'insécurité de sa meuf, tu vois. Alors, c'est louable. Mais un homme, il est là pour, encore une fois, pour rassurer, donner de la confiance. Normalement, il doit dépasser ça. Il doit briser ce truc-là, tu vois. Je trouve ça... Après, peut-être que c'est une forme de sélection aussi, hein, tu vois. Peut-être que la nature, pendant longtemps, on a réussi à soustraire à la sélection et qu'elle revient via ce biais-là. Hein. C'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'elle est en train de sélectionner tous les faibles, tous les fragiles. Parce qu'elle a envie de renouveler la nature, ou Dieu, je ne sais pas comment l'appeler, a envie de faire ressurgir une humanité un peu plus déterminée, un peu plus ambitieuse, un peu plus productive, hein, je ne sais pas. C'est possible aussi. Hein. Moi, je crois à une force supérieure, tu vois, à une volonté supérieure qui régit un petit peu tout, une forme d'équilibre. Ça, après, là, on arrive dans des sujets qui sont moins terre à terre que ce qu'on a l'habitude d'évoquer, mais vraiment, moi, je le vois comme ça. Je pense qu'il y a peut-être une forme de sélection qui s'opère. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... J'invoquerai pas cette hypothèse-là quand on voit à quel point il y a un plan pour justement qu'on en arrive à ce genre de discours-là. Hein. Il y a un plan qui est quand même assez clair. Je pense que l'objectif final, c'est d'augmenter les impôts. Je pense que la disparition de l'homme blanc, c'est une conséquence de ça qu'ils n'avaient pas anticipé. Mais ils doivent se dire, bah, finalement, pourquoi pas, hein, vu qu'on nous apprend dans les manuels d'histoire que l'Européen, c'est le plus gros méchant. Là, on en parle en ce moment avec les commémorations de l'esclavage. Bah, on oublie que la traite arabo-musulmane, c'est 14 millions de victimes, que la traite intra-africaine, c'est 12 millions de victimes. Mais nous, on nous balance une mémoire selon laquelle voilà, c'est les Blancs qui auraient inventé l'esclavage, qui auraient inventé tous ces trucs-là. Alors que non, ça a toujours été pratiqué. Par contre, les Blancs, c'est les seuls qui l'ont aboli. Mais il y a un besoin comme ça de nous faire croire qu'on est mauvais. Parce qu'un homme qui se respecte pas, bah, c'est un homme qui est prêt à se faire martyriser par sa fiche de paye. Mais je pense que tu sais, tout ça, là, cette culpabilité comment dire, consentante, parce qu'en gros, nos pouvoirs publics sont consentants. Parce que je veux dire, si tu as un État fort qui dit mais arrêtez de nous faire chier, je veux dire, tout le monde a fait de la merde, tout le monde a pratiqué l'esclavage, tout le monde a pratiqué la colonisation, pourquoi nous, on devrait s'en vouloir plus que les autres? Arrêtez de mettre ça dans nos débats ou dans nos négociations, on s'en fout en fait. Voilà, on assume, on s'en fout. Au contraire, on a fait. Mais parce que Macron, il a les raisins secs. Non, Macron, il a des tout petits raisins secs. Non, mais je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est plus compliqué. Je pense qu'en fait, écoute, j'ai une thèse là à laquelle j'ai pensé pendant que tu parlais. Je pense qu'en fait, vu que nos États sont devenus des États mafieux, parasitaires et toxiques, en fait, qui sont juste là pour capter la richesse, exactement comme des mafieux le feraient. Bah, en fait, ça leur va de se soumettre et de ne plus assumer aucune puissance parce que ça leur permet aussi de ne pas avoir à assumer devant les peuples qui les mettent au pouvoir en disant, tu vois, ils n'ont jamais de contrat à rendre. Même Sarkozy, il a fait de la turbo-merde. Il a vendu un quart du stock ou un cinquième du stock d'or de la France juste avant que ça pump comme pas possible contre des dollars, c'est-à-dire du PQ. Mais vraiment, le mec, sans compter tout le reste, toutes les affaires de merde qu'il a, il a fait 30 jours de tôle. Tu vois, donc ça leur va bien de ne pas avoir à assumer, de pas se dire ouais, on est responsable et on va se retrousser les manches et on va y aller. Ça leur va très très bien parce que ça leur permet de l'autre côté de ne pas avoir à assumer toutes les responsabilités et toutes les merdes qu'ils font, quoi, tous les échecs. Moi je pense que c'est lié, hein, vraiment. Hein. Ouais, mais il y a les deux dimensions. Effectivement, c'est une manière de dire, c'est le monde, c'est la marche du monde, c'est les crises, etc. Mais ça va aussi de pair avec le fait que, Macron, c'est quelqu'un qui a pas d'enfant, c'est quelqu'un qui en aura pas.
Et quand on voit que maintenant c'est des espèces de machins comme Gabriel Attal qui sont on fire pour lui succéder, il y a aussi un problème à ce niveau-là. C'est que pour moi, si tu veux être un dirigeant respectable, c'est quand même mieux d'avoir su être un père de famille. Sinon, t'es un adolescent et Non, mais t'as Gabriel pas de Attal, boussole en fait. Gabriel Attal, c'est une catastrophe, hein. Honnêtement, même Macron a l'air d'être un daron d'éther à côté de lui, hein. Je veux dire, mais t'imagines Gabriel Attal à la tête de l'État français, quoi. Et putain, mais c'est-à-dire que c'est même pas un Jean-Philippe Tanguy, tu vois, parce que si on veut partir sur son essence et ses goûts, Jean-Philippe Tanguy, il a une sorte de droiture, tu vois, une sorte de détermination, il se laisse pas marcher sur les pieds et tout. Putain, Gabriel Attal, t'as l'impression que le mec, c'est un écolier. Franchement, tu lui mets tu le mets dans la classe de Denis Lamalice, c'est la victime de Denis Lamalice, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ce mec peut envisager... Comment la France a pu en arriver à ce qu'un mec comme Gabriel Attal se dise putain, je vais me présenter à la présidentielle. Mais mec, tu t'es vu ou pas? Tu t'es vu? Ouais. T'es même pas bon dans ce que tu fais, c'est-à-dire le rôle du premier de la classe, tu vois, un petit peu fun. Même quand il fait des vies, je l'ai vu sur des photos où genre il essaye de faire le mec fun sur les marches de Matignon quand il était Premier ministre avec un jean et des baskets en train de parler à un mec dans les escaliers. C'est C'était gênant, cette tellement... photo. Quoi? C'était C'est tellement gênant, cette photo, ouais. cringe, mais putain, mais tu te dis, mais d'où sortent ces gens en fait? Et en plus, quand tu t'intéresses à son histoire perso, il était même pas bon élève, il est juste arrivé là via son réseau parce que ses parents ou je sais pas qui connaissaient Macron, donc il a été inclus dans un secrétariat ministériel et puis il a réussi à monter les échelons comme ça à force de lécher les bons culs et tout. Mais putain. Ah, via son mec, c'est c'est- via son mec qu'il a monté les échelons. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent pas se blairer avec Juan Branco, c'est parce que Juan Branco a balancé les petits dos. Mais donc D'accord. oui, c'est vraiment pas brillant. Et c'est un des symboles du fait qu'on est en train de dégénérer progressivement. Et il va falloir, il va falloir qu'il y ait des cadres. Il va falloir qu'il y ait plus de cadres qui émergent. Et un cadre, bah, c'est un bonhomme qui est père de famille. Et j'espère qu'on va, au bout d'un moment, faire un petit peu monter le standard. Donc là, qui nous appelle ce mec-là et qui passe une petite soirée avec nous, on va boire des bières, on va faire remonter son taux de testo. Mais lui et tous autant que vous êtes, ne touchez pas à vos balls. Vos balls, c'est quelque chose de très précieux. Gardez-les. On vous a fait croire que la testo c'est mal, etc. Mais la testo, in fine, c'est ce qui fait que vous serez désirable et que vous aurez le caractère nécessaire à assumer une position où vous êtes le chef de famille. Donc respectez-vous un petit peu plus. Et si votre femme part dans des délires comme ça, tu l'as dit très justement, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Donc tu la rassures, tu lui mets des bons tarifs et vous allez vous remettre sur des rails, mais ne prenez pas de décision définitive à 20 ans. Ouais, ça c'est sûr. Et la testo, et on va conclure là-dessus si tu veux bien, parce que je pense que tu veux conclure aussi. La testo, ça peut être le pire comme le meilleur. C'est ce qui les pousse à détruire. Nous, c'est ce qui nous pousse à construire. Et voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais se priver de la testo, c'est entrer dans la masse des spectateurs, comme tu le disais tout à l'heure, des neutres et des passifs en fait. Et je suis pas certain qu'un homme... On a tous rêvé d'aventure, on a tous rêvé de conquérir le monde. Je vois pas comment un homme peut se dire je vais rentrer dans le rang des passifs avec toute la bonne volonté du monde et mon plein consentement. Je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a de la souffrance derrière et qu'il y a une volonté de vouloir s'émanciper de la souffrance parce qu'on associe la souffrance à la volonté d'action, tu vois, à la volonté de faire quelque chose de sa vie, quoi. Voilà. Au risque. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, ils associent le risque à la souffrance. Et putain, mais si tu veux justement t'émanciper de la souffrance, faut être et ceux que tu aimes, parce que c'est ça le rôle d'un homme aussi, il faut être en première ligne. T'as pas le choix, mec. Faut juste te construire un plus gros bouclier, quoi. C'est tout. Amen. Bon, merci Victor pour cette vidéo. J'ai la monté un petit peu, mais honnêtement, c'était très bon, je pense. Donc, merci à tous de nous avoir regardés. Pensez à nous suivre sur nos réseaux. Et Victor, il est en lien juste en dessous. Bonne semaine à toi et à la semaine prochaine, Victor. Merci KB, la bise tout le monde. Ciao.